Bienvenue à tous et à toutes et bienvenue encore à ce lundi, dans ce journal du 20h du lundi 23 janvier 2012, dont voici les titres. Le président de la République qui vient de déposer sa candidature au Conseil constitutionnel lance un appel à la paix aux Sénégalais. C'était tout à l'heure à la place de l'Obélisque au cours d'un grand rassemblement. Le M23 qui s'est réuni au même moment dans la banlieue se dit déterminé à ne pas accepter la candidature du président Abdoulaye Wade. Et puis lundi sport, ce soir, Abdoulaye Fofana Seck nous propose essentiellement du football avec la CAN 2012. Appel donc à la paix du président de la République qui vient de déposer sa candidature au Conseil constitutionnel. Cela s'est passé cet après-midi à la place de l'Obélisque au cours d'un grand rassemblement qui a réuni tous les responsables du PDS. Ces derniers ont invité les Sénégalais à l'unité des cœurs et des esprits pour un Sénégal uni. Je vous propose d'écouter quelques réactions au micro de Fontabadji. Cet appel est parce que nous vivons une période de tension depuis quelques 2-3 mois. L'opposition d'un côté, le pouvoir de l'autre. Chacun essaie de défendre ses positions. Je pense que peut-être que cet appel va contribuer à décrisper un peu la situation. Et le président sort même, se dévoue à la paix, même au-delà de nos frontières. Donc comme vous le savez, il ne peut que soutenir la paix, chercher la paix par rapport d'abord à la stabilité du pays, par rapport à ses projets, mais c'est parce que c'est lui le père de la nation. Et comme vous le savez, une nation ne saurait se tenir sans la paix. La paix n'est pas un verbe. La paix a trait au comportement. La paix a trait à la façon de faire, à la façon de vivre. Nous sommes des personnes qui souhaitent la paix avant tout pour tous au Sénégal, particulièrement les jeunes. Vous avez vu cette mobilisation, il y a une très forte mobilisation des jeunes. Et je voudrais dire que cela se traduit, cela explique que ces jeunes veulent la paix. Cette jeunesse doit se comporter en garant de la stabilité, en garant du processus démocratique pour que soir du 26 février, les Sénégalais puissent s'exprimer de façon libre, qu'ils se choisissent eux-mêmes celui qui doit présider aux destinées du pays. Le vouloir de la paix a été prêché par les khalifes religieux de ce pays-là, très écoutés, très aimés et très considérés. Et aussi, chez les chrétiens, les évêques en ont parlé, les protestants en ont parlé, même des bouddhas et des libres penseurs veulent la paix. C'est une manière donc de réaffirmer la cohésion nationale, l'unité nationale et que rien ne peut se faire que dans la paix. Je pense que c'est un mouvement, c'est un appel, un rassemblement à saluer. Parce que cela rentre dans le cadre des prérogatives du chef de l'État pour un Sénégal de paix, un Sénégal de stabilité, un Sénégal de concorde nationale. Prôner pour la paix, pour la démocratie, résister à toutes les formes de confiscation des libertés individuelles ou collectives. Le Sénégal a besoin d'une jeunesse mature, le Sénégal a besoin d'une jeunesse responsable, le Sénégal a besoin d'une jeunesse avertie pour mener en bien l'avenir de ce pays. Que les leaders politiques tiennent des discours à leurs militants. Parce que vous savez, tout ce qui se passe à la base, ce sont les responsables politiques qui le demandent. Ce sont les responsables politiques qui l'initient. Parce que c'est dans la paix qu'on peut gouverner. C'est pourquoi je pense que dans ce contexte actuel, tous ceux qui sont leaders politiques et qui aspirent aujourd'hui à gérer ce pays doivent faire tout pour le prendre dans la paix. La paix est un vecteur de stabilité, de cohésion sociale. Donc j'invite toute la population à vraiment suivre l'appel du président de la République. Parce que nous devons savoir que le Sénégal nous appartient. N'oubliez pas que c'est sur cette terre que reposent presque tous nos érudits de l'islam. De Cheikh Ahmadou Bamba, c'est dit El Hadji Malick Sy, le Dakarois, Mame Limamou Laye. N'oubliez pas que c'est là où se trouve le mausolée de Thierno Seydou Nourou Tall, de Tijania. N'oubliez pas que cette terre a été embrassée par le pape. Nous n'aurons que la paix. Le président Wade insiste pour faire cet appel parce que des esprits belliqueux se sont manifestés ces derniers temps et je pense qu'en tant que chef d'État, chef de l'État, il a raison d'appeler à la paix parce que c'est dans la paix qu'on peut réaliser le développement. Sans la paix, il ne peut pas y avoir de développement.
Le mouvement M23 a également tenu une manifestation cet après-midi dans la banlieue, plus précisément à Guédiawaye. Au moment de l'élection présidentielle, ses membres se disent déterminés à ne pas accepter la candidature du président Abdoulaye Wade. Je vous propose d'écouter quelques réactions du leader de l'opposition au micro de Ndeye Aïda Dia. Nous avons assez de force pour protéger notre pays contre la guerre civile. Parce que la pire des choses qui peut arriver à un peuple, c'est la guerre civile. Si c'est un pays de paix, nous aurons suffisamment de force pour arrêter le bras de l'incendiaire. Ce que nous attendons du Conseil constitutionnel, des 5 sages, ce que le Sénégal attend, ce que l'Afrique attend, c'est ce que toute la planète attend, c'est qu'en réalité qu'ils disent le droit qui a été bien interprété par le président de la République lui-même en invalidant sa candidature. Camarades étudiants et étudiantes, chers concitoyens, c'est le moment de lutter, c'est le moment de lever le flambeau, c'est le moment de dire au président Abdoulaye Wade que nous n'accepterons pas sa candidature. Le mouvement qui dit pas d'élection avec Abdoulaye Wade comme candidat. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés contre la candidature inconditionnelle d'Abdoulaye Wade. C'est ça qui importe pour nous pour l'instant. J'espère précisément que le Conseil constitutionnel, jugeant en droit, fera respecter la lettre et l'esprit de la Constitution, fera respecter la lettre et l'esprit de la Constitution et signifiera au président Wade que sa candidature ne peut pas être acceptée. Il faut l'arrêter, et pour l'arrêter, je pense qu'il faut continuer à créer un rapport de force qui l'oblige à respecter son serment. C'est ça la vérité. Abdoulaye Wade, pour simplifier tout ça, doit renoncer à sa candidature. Si renoncer à sa candidature, nous préparerions son départ, il laisserait le Sénégal en paix, des élections transparentes, sincères et régulières seraient organisées et vraiment il en sortirait grandi. Je vous le disais donc que la place de l'Obélisque a abrité cet après-midi une importante mobilisation pour la paix, mobilisation à laquelle ont pris part des centaines de Sénégalais, avocats et partisans de la paix. Cette manifestation a été présidée par le chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, qui a lancé un appel pressant pour la paix. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Khalisek. Sénégalaises, Sénégalais, Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, je voudrais vous remercier toutes et tous d'être venus aussi nombreux à cette manifestation de la paix. Le Sénégal a toujours été un pays de paix. Nous organisons ici des élections depuis 1848. Donc nous savons ce que sont les élections. Depuis l'indépendance, nous avons régulièrement organisé des élections, certes dans les manifestations folkloriques, mais de manière générale, cela s'est terminé de façon pacifique avec la proclamation d'un vainqueur. C'est la voie que j'ai suivie depuis 2000, l'année de l'alternance démocratique, qui a
enlever le pouvoir à un parti qui était là depuis 40 ans pour le confier au parti dont je suis le secrétaire général. Cela fait 12 ans, 11 ans et quelques mois. Le temps pour les Sénégalais de juger celui qu'ils ont choisi. Au moment où le calendrier républicain nous amène vers de nouvelles élections en février 2012, certains citoyens assoiffés de pouvoir, sans aucune base populaire, sachant qu'ils n'ont aucune chance dans des élections démocratiques et pacifiques, ont décidé d'emprunter des voies tortueuses pour m'empêcher de me présenter. C'est la première mesure antidémocratique. Tous ceux qui veulent se présenter et qui réunissent les conditions légales doivent pouvoir se présenter et on doit laisser au peuple faire son choix. Mais alors que le débat est libre, alors qu'ils ont accès à plus de radios que nous, ils ont accès à des télévisions, ils ont des journaux, s'exprimant librement. Il n'y a pas un journaliste en prison au Sénégal. Au moment où je vous parle, certains chefs de parti de l'opposition sont à Guédiawaye en train de se réunir. C'est leur droit. C'est leur droit le plus absolu. Mais on ne peut pas comparer les 3 ou 4 000 personnes qui sont là-bas avec cette foule immense que j'aperçois jusqu'à la radio, la télévision. On ne peut pas faire de comparaison. Je suis très content. La République a les moyens de se défendre. La République s'est dotée de moyens de se défendre. Ce sont des moyens légaux et nous les utiliserons. Sans état d'âme. On ne peut pas accepter, alors qu'un peuple de 12,5 millions veut voter dans la paix, des groupuscules qui ne représentent rien veuillent troubler la situation. Ils ont parcouru le monde en dépensant beaucoup d'argent en Amérique, au Canada, en Angleterre, en France, pour wax leen ni Ablaye Wade daal bu présenté rek réew ma dana tas réew mi du tas de Sénégal kenn mënu ko tas. Et c'est fait, le directeur de campagne du président de la République a déposé cet après-midi la candidature de Maître Abdoulaye Wade au Conseil constitutionnel. Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, qui était accompagné des FAL dirigés par Djiboka, se dit optimiste quant à la décision du Conseil constitutionnel, nous dit Cheikh Bamba Gueye. Il est 16h passé d'une dizaine de minutes quand le cortège du Premier ministre directeur de campagne du candidat Abdoulaye Wade arrive au Conseil constitutionnel aux Almadies. Pape Diop est déjà là pour accueillir Maître Madi Kenya. S'ensuit ensuite le directeur de campagne Maître Souleymane Ndéné Ndiaye et Mamadou Seck. Masek Ndiaye, Decroix, Baragay et Ousmane Gom sont aussi de la partie. Le délégué général des FAL Djiboka et Habib Sy seront rejoints plus tard par Awa Diop et Ibader Thiam. Le directoire de campagne complet. Le téléphone collé à l'oreille, Maître Madi Kenya a dû certainement oublier quelque chose. Il quitte les lieux pour revenir 1 heure plus tard, tandis que Mamadou Diop Decroix, lui, affiche son optimisme. Première fausse alerte, le ministre de l'Intérieur sort, direction place de l'Obélisque. À 19h, le Premier ministre directeur de campagne du président de la République peut enfin sortir. Le dossier déposé au complet, Maître Souleymane Ndéné Ndiaye déroule sa confiance. Voilà, nous venons donc de déposer le dossier du candidat Abdoulaye Wade.
à la prochaine élection présidentielle du 26 février 2012. Vous comprenez qu'on l'a fait en toute confiance, car nous sommes sûrs du dossier de notre candidat, mais surtout de sa réélection prochaine. Pour élire un candidat qui remplit, il suffit de justifier d'un excellent bilan et d'un programme d'avenir aussi alléchant. Je pense que Maître Abdoulaye réunit les deux. On est resté là assez longuement parce qu'il nous fallait compiler notre dossier pièce par pièce. Vous savez, nous sommes quand même 3 avocats à porter ce dossier-là, donc il nous fallait pièce par pièce regarder tout, regarder la conformité du dossier. Par rapport à la loi, les articles 115, LO 115 et suivants du code électoral, et puis faire des ajustements, des réajustements. C'est tout ce qui explique que nous soyons restés longtemps ici. Maintenant, par rapport à l'opinion qui écoute quant à la décision du Conseil constitutionnel le 26, qu'est-ce que vous avez à dire? Eh bien, nous attendrons en même temps que l'opinion nationale et internationale la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est composé de Sénégalais connus pour leur probité, pour leur compétence, pour leur intégrité. Donc, à l'instar de tous les Sénégalais, eh bien, nous attendrons aussi la décision qui sera rendue par le dit Conseil, Inch'Allah, le moment venu. Et en attendant, c'est la confiance. En attendant, c'est la confiance. C'est la confiance qui nous habite. Regardez nos visages, vous ne lirez aucune crainte, n'est-ce pas, ni sur mon visage, ni encore moins sur le visage de Maître Madi Kenyan ou de Maître Djibo Letika. Oui, il n'est pas maître, il est économiste lui. Hein? Le président, le coordonnateur, le délégué général des FAL, qui, avec les autres responsables des autres partis et même du Parti démocratique sénégalais, sont venus m'accompagner aujourd'hui. En attendant la décision du Conseil constitutionnel, le directeur de campagne du président de la République appelle les militants à la retenue pour la préservation de la paix nationale. Le retour de la paix en Casamance, voilà une des missions assignées au khalife général de la famille omarienne, Thierno Madani Tall. En attestent les nombreux déplacements de ce dernier à Ziguinchor pour formuler des prières collectives pour la stabilité dans cette partie du pays. Le mouvement omarien pour l'humanisme s'est déplacé avec plus de 200 disciples. C'était pour magnifier cet engagement du khalife dans la recherche de la paix en Casamance. Fatou Diouf. Depuis son intronisation à la tête de la famille omarienne, Thierno Madani Tall a fait de la paix en Casamance une priorité. En juin 2006 et 2007 à Alouar et à Ndjoumbalo et en septembre 2011 à Ziguinchor, des journées de prière avaient été initiées pour la paix au sud du pays. Une belle initiative du petit-fils de Cheikh Omar Foutiyou Tall qui lui vaut aujourd'hui le titre de khalife de la paix en Casamance. C'est une première que la Casamance soit fortement représentée à cette ziara annuelle. Nous l'avons voulu ainsi parce que c'est une façon pour nous de magnifier les actions entreprises par le khalife Thierno Madani Muntaga dans le cadre de la recherche de la paix en Casamance. Par ces actions, Thierno Madani Tall poursuit la voie tracée par le vénéré Cheikh Ahmed Tidiane et le héros de Bandiangara, Cheikh Omar Foutiyou. Ils ont toujours œuvré pour la paix dans le monde. C'est un des objectifs assignés à Thierno Madani Tall. Donc nous ne pouvons que prier pour que la paix soit dans le monde et partout. Désenclaver la Casamance et un pas vers la résolution du conflit, une conviction du coordonnateur du mouvement omarien pour l'humanisme. Il prône la mise en place d'un réseau de transport moderne. En réalité, tant qu'on ne fera pas du désenclavement de la région de Casamance une priorité, parler encore de la paix en Casamance s'avérerait être une chimère. Voilà pourquoi nous voulons que cette ziara de 2012, cette ziara annuelle, soit pour les Casamancés un repère dans le sens de la volonté à prendre en matière de désenclavement de la région naturelle de Casamance. Ainsi, les autorités étatiques sont interpellées. Pouvoirs temporels et spirituels doivent travailler en parfaite synergie pour l'instauration d'une paix durable en Casamance.
Et nous parlons de la Ziara de Thierno Seydou Nourou Tall, 31e édition. Comme chaque année, l'affluence a été notée et les talibés ont pu cette fois-ci visiter une exposition organisée par l'association de la jeunesse omarienne. Exposition axée sur l'édification de la mosquée et du mausolée. Les lieux ont été offerts par décret présidentiel à la famille omarienne le jour même de la disparition de feu Thierno Seydou Nourou Tall, nous dit Safourasso. Ce haut lieu de culte situé à la corniche ouest au bord de la mer rime au nom de Thierno Seydou Nourou Tall et appartient à vie à la famille de Cheikh Omarul Foutiyou Tall. Un terrain acquis par décret présidentiel un soir du mois de janvier, jour du rappel à Dieu de Thierno Seydou Nourou Tall. Un bouquet de fleurs offert par le président Léopold Sédar Senghor. Éclaircissement fait par l'association de la jeunesse omarienne. Thierno Seydou Nourou est décédé le 24 janvier 1980. Au soir de cette journée, le président Senghor a pris un décret pour affecter à la famille ce terrain-là. Donc c'est ce qui constitue un grand terrain. Et Thierno Madani, le calife, nous a demandé de retracer cet historique-là et d'y mettre avec l'exposé les fondements, les photos qui accompagnaient le fondement, la fondation de la mosquée. Et donc tout l'historique jusqu'à l'édification, jusqu'à l'inauguration. À travers cette exposition de la JO, des informations portant sur la vie et l'œuvre des grands érudits de la Tijania, au premier rang, Cheikh Omarul Foutiyou Tall, premier Moukhaddam de la Tariqa Tijania de toute l'Afrique noire. Je suis venu visiter en même temps, acheter les photos et voir l'exposition de la jeunesse omarienne. Pourquoi? Parce que la jeunesse m'intéresse, parce que, comme on dit, la jeunesse d'aujourd'hui, ce sera les grands de demain. Donc nous sommes venus féliciter et encourager la jeunesse omarienne pour l'apport. Cheikh Omar Tall, effectivement, c'est un homme saint, pieux, qui a été parachevé par Mohamed El Ghali à Médine. C'est lui qui a fait de lui le khalife général de toute l'Afrique de l'Est. Et à ce titre, il a été chargé de faire non seulement l'expansion de l'islam en Afrique noire, mais aussi l'expansion de la Tijani en Afrique noire. Son petit-fils Thierno Seydou Nourou Tall avait dignement perpétué l'héritage de son grand-père. Quant à l'expansion de la Tariqa Tijania, il entretenait également de bonnes relations avec l'administration sur place. Il était le porte-parole de El Hadji Malick Sy. Et à ce titre, il jouait un grand rôle entre l'administration coloniale d'alors et les autres. Ses relations avec Senghor, les photos que nous voyons aussi le montrent bien. C'était son ami. À côté des textes qui attirent l'attention des fidèles, des photos d'éminents chefs religieux, petits-fils de Cheikh Omarul Foutiyou Tall, ainsi que de grands érudits du Fouta. Un tour d'horizon de l'actualité internationale nous mènera en Croatie, en Italie, en France et en Iran. L'Iran ou l'Union européenne a décidé un embargo sur le pétrole. C'est une manière de sanctionner ce pays contre son projet nucléaire. L'Union européenne a décidé lundi un embargo sur le pétrole iranien, une sanction contre les projets de Téhéran en matière de nucléaire militaire. Le texte adopté par les ministres européens des Affaires étrangères prévoit une interdiction de tout nouveau contrat dans le secteur pétrolier. Une phase de transition de 6 mois est prévue pour permettre aux pays européens de s'adapter à la nouvelle situation. Les 27 pays de l'Europe achètent 20% de leur pétrole en Iran, qui réalise l'essentiel de ses ventes en Asie. Les Croates ont dit oui dimanche à l'adhésion de leur pays à l'Union européenne. 20 ans après son indépendance de l'ex-Yougoslavie, la Croatie s'est prononcée à 66% des voix pour rejoindre l'Union européenne. Seul bémol, la participation a été relativement faible. Moins de 50% des Croates se sont déplacés. Après ratification des 27 membres de l'Union, la Croatie pourrait intégrer le bloc européen au 1er juillet 2013. Les autorités italiennes ont revu à 13 morts et 17 disparus le bilan du naufrage du Concordia. Mais la liste des disparus pourrait s'allonger. Les autorités ont évoqué dimanche le cas d'une Hongroise qui aurait appelé sa famille depuis le bateau, mais qui n'est pas inscrite sur les listes des passagers. Par ailleurs, les autorités s'inquiètent de la pollution marine et souhaitent pomper au plus vite les 2300 tonnes de mazout enfermées dans les réservoirs du bateau. Il ne sera donc pas élu. Premier grand meeting politique pour François Hollande devant 10 000 militants socialistes. Le candidat à la présidentielle française s'est présenté comme l'adversaire de la finance. Il s'est prononcé pour la réindustrialisation de la France et a promis l'embauche de 60 000 enseignants.
François Hollande entend donner la priorité à l'école et au logement social et a confirmé son intention d'accorder le droit de vote aux élections locales pour les étrangers. Votre espoir, c'est moi qui porte. Retour chez nous pour nous rendre à Linguère, une commune en plein chantier. Le conseil municipal a misé sur les gros investissements pour doter la ville d'infrastructures de dernière génération. Zoom sur les réalisations de la mairie d'une ville en pleine mutation avec Amadou Aramtiam. Des engins de terrassement en action, la commune de Linguère est un vaste chantier. Si ce ne sont des ouvrages réceptionnés, ce sont des bâtiments qui sortent de terre. Une série d'investissements injectés par l'équipe municipale dans tous les domaines socio-économiques au profit de ces populations. Nous avons pu réaliser un centre multifonctionnel. Nous avons réalisé un centre aussi pour l'hébergement des populations, une place publique d'une grande qualité. Nous avons amélioré les conditions du marché central en le clôturant. Nous sommes en train de construire un nouveau marché. Nous avons réfectionné les stades et c'est la deuxième fois d'ailleurs que nous allons le faire. Ici, ajouter que la route Linguère-Matam, qui est un projet du président de la République, nous a beaucoup apporté. Et c'est dans le cadre de la réalisation de cette route qu'une partie de la voirie urbaine a été tenue en compte. S'inspirant de la politique infrastructurelle du gouvernement, Habib Sy avait inscrit son premier mandat dans la réalisation d'ouvrages de nouvelle génération. L'électrification du périmètre communal ainsi que l'approvisionnement en eau grâce à la construction d'un forage ont constitué des axes majeurs du deuxième mandat du conseil municipal. Aujourd'hui, avec des investissements estimés à plus de 2 milliards CFA et un contrat de ville signé avec l'ADEME, l'édile de la ville envisage ses perspectives dans le renforcement du social. C'est d'essayer d'agrandir le périmètre communal parce qu'actuellement Linguère est en train d'étouffer. Dans la mesure où avec la route Linguère-Matam, il est évident que notre ville sera un pôle de développement économique. Les populations bénéficiaires de ces réalisations apprécient. La réalisation de la route Linguère-Matam est une bonne chose. Autrefois, pour aller à Matam, il nous fallait 2 jours de trajet. Mais aujourd'hui, on peut quitter Linguère le matin, aller à Matam et revenir le soir. Depuis la construction du centre hospitalier, nous n'allons plus à Louga, Saint-Louis ou Dakar pour nos consultations médicales. Nous avons maintenant tout sur place. J'en sais quelque chose parce que tout récemment, on a hospitalisé ma fille pendant 6 jours dans ce centre et elle a très bien été soignée. Le budget de la mairie qui, en 2001, était estimé à 50 millions, s'élève à présent à 300 millions CFA. Avec le programme d'investissement communal PIC validé, le conseil municipal vient de se doter de nouveaux outils importants pour mieux traiter avec les partenaires au développement. Nous restons toujours dans le domaine des infrastructures avec cette modernisation des infrastructures routières. L'État du Sénégal est en train de dérouler un important programme d'entretien périodique des routes revêtues. Il s'agit de réhabiliter plus de 300 rues dans la capitale sur un linéaire total de 240 km. Les travaux courent de 2011 à 2013. Ils sont encadrés par l'AGEROUTE et le ministère des Infrastructures, nous dit Hassan Gueye. Le rouleau compresseur qui balaye tout sur son passage est en ordre de marche. De Dakar à Sibikotan, les voies secondaires les plus mal en point changent de peau les unes après les autres. Le lifting profite à des quartiers emblématiques de la capitale. À l'image du plateau, les tapis d'enrobés ont été déployés à Fan.E où des résidus de route hérités de la colonisation avaient toujours voix au chapitre. Dans un état de dégradation assez poussé faute d'entretien, la voirie des secteurs plus ou moins récents de Dakar a été ou sera aussi prise en ligne de compte de la SICAP à la grande banlieue.
Le déclenchement du programme libère un boulevard de fluidité, améliore la mobilité urbaine et favorise la tenue de route des véhicules. Il n'est pas sûr alors qu'en prenant cette option, on ait l'impression d'arroser le désert, et particulièrement en descendant vers la Médina, aux rues passantes et bigarrées à la fois. La direction générale de l'AGEROUTE a établi pour toutes les régions du Sénégal, pour chaque région du Sénégal, donc un programme triennal d'entretien des routes. Donc la région de Dakar en fait partie, et pour ce qui est de la région de Dakar, donc ce programme qui s'étend sur 3 ans comporte 325 rues pour un linéaire total de 240 km. L'essentiel des routes de Dakar datent de l'époque coloniale. Donc si on prend la Médina, le point E, le plateau, Fan, ces routes sont en train d'être réfectionnées, donc en reconstruction et prenant en compte le volet assainissement. Comme pour les animaux domestiques lavés à grande eau, le shampoing qu'on applique aux routes revêtues procure la même sensation de bien-être. Confié au groupement d'entreprises Enanchin Sogec pour exécution, le programme du ministère des Infrastructures engendre bien des actifs. Entre le tapis, le radier, marquage au sol, pose de glissière, voire reconstruction tout court, les travaux sont faits selon des critères aussi élevés que rigoureux. Nous avons mis en place 3 équipes de tapis. Donc 3 équipes, c'est-à-dire 3 ateliers complets, un finisseur et les compacteurs qui vont avec. Donc on en a 3, donc actuellement on intervient à la fois sur 3 endroits différents. Bon, sans compter donc les équipes justement de Pointe-à-Temps, donc qui devancent pour faire le nettoyage des rues, le bouchage, le Pointe-à-Temps, Saint-Jean-Cotémique, c'est tout ce qui est bouchage et de flashage des routes. Donc avant de venir mettre un tapis d'enrobé. C'est un programme du ministère des Infrastructures, chargé des infrastructures, donc c'est ce ministère qui a piloté le programme du début à la fin, depuis l'identification des rues à prendre en charge jusqu'au début de ces travaux-là. Donc c'est entièrement couvert. Il y a eu quelques concertations avec les communes, étant donné que celles-ci, généralement, n'ont pas les moyens. D'ici 2013 donc, le réseau routier dakarois sera totalement repris en main. Et le jour venu, on évoquera tout, sauf le râteau de la Méduse. Sortie de la première promotion des diplômés de Bordeaux École Management BEM Dakar, c'était hier dimanche en présence des parents, des amis étudiants et autorités politiques. Le parrain cette année est le groupe CBAO Attijari Wafa Bank. Ce dernier promet un recrutement des majors pour le renforcement de son personnel. Moussaman. Cette cérémonie de remise de diplôme marque l'aboutissement de 3 années de formation théorique et pratique. Entrés par voie de concours à Bordeaux École Management, ces jeunes managers sont partagés entre joie et émotion. Je suis vraiment très contente parce que c'est une réussite. C'était pas très facile d'être à BEM, c'était vraiment très dur avec les cours, mais on a eu le soutien de tous nos parents. Je suis heureuse parce que nous tous, on s'est mis à y croire, on a osé rêver et maintenant on est prêt à écrire nos histoires. Parents, amis, autorités politiques, étudiants, tous étaient présents à cette cérémonie. L'occasion pour les responsables de BEM Dakar et BEM Bordeaux de rappeler aux jeunes les principes qui devraient les guider dans la vie active. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Oui, ils s'habitueront car tu feras honneur à BEM, où tu as développé tes premières convictions d'adulte, ta personnalité et des amitiés pour la vie. Agissez en homme d'action. Nous également pensez, réfléchissez. Chacun de vos actes aura des conséquences plus ou moins positives, plus ou moins néfastes sur vous, sur vos collaborateurs et sur la société en général. Le parrain de cette promotion est le groupe CBAO Attijari Wafa Bank. Selon son directeur général, le groupe bancaire s'engage à recruter les meilleurs pour le renforcement de son personnel. Je veux saisir cette tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour vous proposer, monsieur l'administrateur directeur général, mesdames et messieurs les membres du corps pédagogique, de réaffirmer ce partenariat en proposant immédiatement le recrutement des majors des différentes promotions au sein de notre institution. Les autorités étatiques ont réaffirmé leur soutien à l'enseignement professionnel privé.
Le président de l'Assemblée nationale, Mamadou Seck, en a profité pour prodiguer des conseils aux jeunes récipiendaires. L'école donne des aptitudes, elle n'enseigne pas tout. Armez-vous d'éthique à travers ces valeurs et principes qui, selon la charte de la fonction publique en Afrique, comprennent l'efficacité, la discipline professionnelle, la dignité, l'impartialité, la justice, le civisme et la courtoisie dans l'exercice des fonctions. L'aventure de BM Dakar a démarré en 2008. Depuis, l'école fait son chemin. Après BM Dakar, certains étudiants vont poursuivre leur formation à l'étranger, principalement à Bordeaux. Une photo de famille a mis fin à la cérémonie. Depuis quelques jours, le sous-secteur de l'enseignement moyen secondaire est secoué par une grève des enseignants, notamment ceux membres du QSEMS. Le ministre de l'Éducation a convié la presse pour faire l'état des lieux et s'est dit ouvert au dialogue pour une année scolaire apaisée. Mortal Diop. Face à la presse, le ministre de l'Éducation a d'abord rappelé les 2 points de revendication qui sont à la base de la grève déclenchée par le QSEMS depuis quelques jours. Selon lui, le QSEMS demande le doublement du prime de relèvement du taux horaire appelé communément URD et une augmentation de l'indemnité de logement. Voilà les 2 revendications principales du QSEMS. Et à partir de ces 2 revendications, on n'a jamais vu ça dans le monde. Un syndicat décrété de 72 heures renouvelables, comme des élèves, comme des étudiants. 72 heures renouvelables. 7e plan d'action, 8e plan d'action, 20e plan d'action. On n'a jamais vu ça dans le monde. Donc moi je considère que les professeurs qui suivent ces mots d'ordre ont démissionné de fait. Ils ont de fait démissionné. C'est pourquoi nous mettons tout. Et le moment viendra où il faudra agir. Nous ne créons pas les conditions de perturbation, mais nous notons bien les choses. Nous notons que ces mêmes professeurs, je peux citer 4 types de harbat. Oui, dans les lycées au collège. Un professeur, comme par exemple au lycée de Stade de l'Amitié, il devrait à 10 heures, ils rappellent leurs élèves privés qui donnent 10 000 francs par mois, des parents qui ont pris, ils continuent à faire cours pour ces élèves, matin et soir, pour des élèves qui ont de l'argent, pour des élèves dont les parents donnent 10 000 francs par mois. Khalid Diallo, qui a fait l'état de la grève sur l'ensemble des académies, a constaté que la majorité des établissements fonctionnent malgré quelques perturbations. On peut dire que la grève est suivie, mais pas par la majorité des enseignants. L'extrême majorité des enseignants ne suit pas au niveau des professeurs. Mais je pense que quand on a un suivi national, un taux national de suivi des grèves de l'ordre de 25 à 30%, pour moi c'est important. Même si c'était un seul élève, c'est très important. Le patron de l'éducation, qui est largement revenu sur les efforts consentis par le gouvernement en faveur de l'enseignant, s'est dit toujours ouvert au dialogue pour une bonne marche du système éducatif. Les ex-travailleurs de la Sotrac suspendent leur grève de la faim suite à une médiation entreprise par le khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Ces derniers réclament le paiement de leur reliquat estimé à 9 milliards de francs. Suite à la liquidation de la Sotrac, le gouvernement a promis de trouver des solutions au plus vite. Moussa Mané. Entamée le 6 janvier, la grève de la faim des ex-agents de la Sotrac a pris fin ce dimanche. Le porte-parole des ex-grévistes décline ici les raisons de cette décision. Le mot d'ordre de grève a été levé suite aux instructions du khalife général des Mourides, à la personne de Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, qui, après une délégation qu'on lui a envoyée, nous a instruit de lever le mot d'ordre de grève. Il nous a clairement signifié qu'il était de tout cœur avec nous dans cette grève, mais que la forme de la grève, c'est ça qu'il n'épousait pas. Selon ces ex-agents, cette grève est due au non-respect des engagements pris par les autorités étatiques pour régler définitivement le dossier de l'ex-Sotrac. À présent, un dénouement heureux a été trouvé, ce dont se félicitent les autorités de Dakar Demdik. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'entendre que les autorités religieuses de ces pays puissent donner ce feu vert à nos braves pères pour qu'ils lèvent leur mot d'ordre.
Aujourd'hui donc, c'est un sentiment de satisfaction également de voir que le gouvernement du Sénégal a pris le problème bras-le-corps. Dépêché sur les lieux, le ministre du Travail et des organisations professionnelles a réaffirmé l'engagement du gouvernement à trouver une solution au plus vite. Nous avons rencontré le porte-parole des grévistes, nous les avons entendus et Inch'Allah, nous rendrons compte à le Premier ministre de tout ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu ici. Et comme il l'a dit, je pense qu'on peut être confiant par rapport au traitement diligent de ce dossier-là. Depuis 13 ans, ces ex-agents de la défense Sotrac courent derrière leur indemnité évaluée à 14 milliards de francs CFA. Il y a 2 ans, ils avaient reçu 5 milliards. Le reliquat a été l'objet de la grève. Fini les problèmes d'évacuation sanitaire à Nguerhor. L'ONG Mouvement pour la Solidarité Internationale vient d'offrir à la localité une ambulance médicalisée. Le véhicule a été réceptionné en présence des autorités et des populations de cette commune, nous dit Amity Diop. Pikine, ce n'est pas dans la banlieue dakaroise mais à Nguerhor. Pour recevoir cette ambulance médicalisée, les populations et les autorités locales de cette commune se sont fortement mobilisées. Dans cette localité, l'absence d'un centre médical fait que l'évacuation sanitaire est une urgence. Cette ambulance est donc d'une forte utilité. Je suis très honoré de recevoir les clés de cette ambulance qui aujourd'hui à coup sûr est un joyau qui nous permettra davantage de prendre en charge les préoccupations de nos postes de santé, surtout en matière de transfert. Face aux urgences et le besoin de développement, le comité de santé, après avoir salué ce don, a demandé le relèvement du plateau médical. À travers cette ambulance médicalisée, je dis bien cette ambulance médicalisée, vous avez compris le caractère indispensable de la santé au sein des populations. Les ressources humaines sont là, mais les moyens matériels nous manquaient énormément. La doléance est bien entendue, dira le président du Mouvement pour la Solidarité Internationale. L'ONG qui s'active dans le domaine de la santé avoue que son intention est d'aider les populations défavorisées. Et nous travaillons vivement pour que le Sénégal soit doté de 200 ambulances de notre part au profit des populations les plus démunies, pour aider les structures de santé à évacuer leurs malades en temps réel et aussi évacuer les accidentés en temps réel. À Nguerhor, les acteurs politiques ont promis de continuer à cultiver l'union, l'objectif étant de mettre en avant l'intérêt supérieur de la localité. Après Dakar et Ziguinchor, l'amicale des jeunes de la RTS se rend au chevet des enfants de Kaolack. À l'école Ibrahima Fall, ils ont offert du matériel scolaire. C'était en présence du directeur général Babacar Diagne et des membres de l'amicale des cadres de la RTS, Mme Moussaïna. C'est une foule d'élèves enthousiastes qui a accueilli la délégation de l'amicale des jeunes de la RTS. Avec à sa tête le directeur général Babacar Diagne, les jeunes de la RTS sont venus apporter, comme à l'accoutumée, un soutien matériel aux enfants. Ces élèves de l'école Ibrahima Fall en avaient vraiment besoin pour améliorer des résultats scolaires et sportifs déjà excellents. 100% en 2009, 99% en 2010, 100% en 2011. Une des raisons du choix de l'AJ RTS porté sur cet établissement scolaire. Nous voudrions vous remercier pour le choix porté sur notre école. Babacar, vous savez, vous dirigez cette grande boîte-là avec des mains de maître. Nous vous souhaitons en tout cas beaucoup de succès dans cette boîte-là et beaucoup de succès également à vos collaborateurs qui vous accompagnent. Des cahiers, des crayons, des compas, des gommes, des sacs, bref, des fournitures scolaires, tout pour aider ces enfants à demeurer les meilleurs à l'image de la RTS. Nous ne sommes pas venus chez vous par hasard. On nous a dit que vous êtes les meilleurs. Et puisque nous, au Sénégal, en télévision et en radio, tout le monde le sait, la RTS, ce sont les meilleurs. Nous aussi, nous sommes venus vous voir parce que vous êtes les meilleurs. Les meilleurs doivent aller ensemble. À Dakar, nous avons vraiment trouvé des écoles où les jeunes étaient les meilleurs. L'amicale des jeunes de la RTS n'en est pas à sa première. L'école Ibrahima Fall bénéficie de son soutien après plusieurs autres établissements scolaires et pouponnières.
ça relève de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise. Lui, après avoir pacifié la maison, après avoir touché les différents maillons internes de la maison, il sait maintenant que son devoir aussi en tant que service public, c'est de toucher les autres maillons qui sont les maillons extérieurs. Aujourd'hui, nous sommes à Kaolack pour visiter une école d'excellence. Demain, quand on sera avec lui dans d'autres régions, nous donnerons pareil et dire aussi un grand merci à notre partenaire américain qui nous a permis de disposer de ce matériel-là. Les élèves ont remercié à leur manière les jeunes de la RTS. Rendez-vous a été pris en fin d'année. Les meilleurs élèves seront récompensés encore par l'amicale des jeunes de la RTS. Et nous reparlons de cet appel à la paix lancé cet après-midi par le chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade. Le mouvement citoyen national a organisé la manifestation de cet après-midi dédiée à la paix. Une foule immense a répondu à cet appel, nous dit Sédina Alunfa. Bien plus que des prières, ce sont des actes qui sont posés ici, à la place de l'obélisque. Une foule à perte de vue, une forte mobilisation de la mouvance présidentielle. Tout de blanc vêtu, la foule a exprimé son désir, la paix. Rien que la paix en ces périodes pré- et post-électorales. Un signal fort a été lancé. Il s'agit de prendre des dispositions et conscientiser les masses, surtout les jeunes, pour sauvegarder la paix et la stabilité sociale. Conscient du fait que le scrutin présidentiel du 26 février 2012 marque un tournant historique dans la construction d'une démocratie majeure et apaisée au Sénégal, considérant la responsabilité principale qui incombe au pouvoir public de prendre toutes les dispositions nécessaires de nature à garantir la tenue du scrutin dans les meilleures conditions de sécurité et de sûreté pour tous, lançons un appel solennel et pressant à tous les Sénégalais, sans exception, en particulier aux partis politiques et coalitions de partis, à se joindre à ce vaste mouvement pour la sauvegarde de la paix. Le mouvement citoyen national a initié cette journée. Le président de la République approuve cette initiative et invite toutes les composantes de la nation à s'associer à ce projet. Maître Abdoulaye Wade a en outre lancé un appel à la paix en direction de l'opposition et mis en garde ceux qui seraient tentés de déstabiliser le pays. Le Sénégal, faut-il le rappeler, fait partie des rares îlots de paix en Afrique et connaît une stabilité durable. C'est ce trésor inestimable que veulent préserver ces manifestants. Du football, et rien que du football, c'est le menu que l'on présente ce soir. Abdoulaye Fofana Seck avec moi sur ce plateau. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Seydabou. Alors, pour parler de la CAN 2012, troisième journée, le Gabon a battu le Niger cet après-midi. Tout à fait, comme la Guinée équatoriale, l'autre pays hôte de la CAN 2012, le Gabon a bien débuté la compétition. Les hommes de Gerner Rohr se sont imposés sur la marque de 2-0. C'était au stade de l'amitié de Libreville. Seydina Alioune Djigo. Exactement, on attend beaucoup le public. Prière d'antilope du désert en quête de repères dans l'antre des panthères. Le MENA du Niger, dès le début de la partie, surpris par l'organisation d'un groupe déterminé à répondre présent dans son premier match de CAN à domicile. Faut surtout pas que le doute s'installe. Ligne de jeu, là, attention. Le centre de Mouélé au deuxième poteau pour l'ouverture du score d'Aubameyang. Aubameyang vendange l'occasion. Le Gabon ne fait que différer l'ouverture du score car les coups de griffe des panthères vont encore perforer la défense adverse. Le danger vient encore du même côté. Bon ballon en profondeur de Poco. On la course de Nguema, le centre deuxième poteau, l'ouverture du score, le but d'Aubameyang. Aubameyang qui avait loupé sa première tentative ensuite et avec de la réussite, il vient tromper cette fois-ci Kassali. 1-0 pour le Gabon. Stéphane Nguema, fascinant d'adresse, centre millimétré. Aubameyang peut sereinement envoyer le cuir au fond des filets. Pas très bonne, il apprécie mal la trajectoire. Ça y est, c'est fait, le Gabon marque enfin. Piqué au vif, les hommes de Roland Courbis se rebiffent sans perturber le collectif gabonais qui se montre redoutablement efficace au pressing. C'est dévié, c'est renvoyé par un but de Kader. Ça va revenir sur Moussono qui peut accélérer, qui peut déborder. Moussono, il a le temps de lever la tête, de prendre la formation. La tête plongeante et derrière le deuxième but marqué par Stéphane Nguema. Aubameyang rate la mise, mais c'est sans compter avec la roublardise de Stéphane Nguema. Arrêt de jeu de la première période, le Gabon double le score et amène dans sa ronde tout un peuple. Le décorum n'a pas sa place ici, on est tous supporters.
À la reprise, quand le jeu devient équilibré, on mise sur l'agressivité un peu trop parfois. Stéphane Guéma reçoit la biscotte à la suite d'un tacle musclé sur Amadou Moutari. Le jeune joueur qui vient d'entrer ne poursuivra pas le match, mais tant pis, ses coéquipiers se savent dos au mur. Première occasion franche à la 78e minute. Le diagnostic, mais en tous les cas, on a vu cette torsion de la cheville. Mahazou, la tête de Mahazou. Oh, la plus belle occasion pour le Niger. Qui fait le centre. Une merveille de centre ajustée au millimètre près sur la tête de Mazou, seul éclairci dans une grisaille de domination gabonaise. Le MENA frôle la correction en toute fin de partie. À la 82e minute, Aubameyang d'un tir limpide manque de peu d'envoyer à la mine Kassali. Un peu de Kader là, et Chikoto. L'auteur du premier but sera remplacé par Daniel Cousin qui tout au long des 10 dernières minutes tente de marquer de son empreinte le premier match des Panthères, mais sans succès. Brin d'audace, salué par toute la masse, 2-0, une victoire plus que méritée. Rencontre Maroc-Tunisie, les Lions de l'Atlas ont perdu sur la marque de 2-1. Oui, c'est une CAN 2012, troisième journée. La Tunisie vient de battre le Maroc sur la marque de 2-1. Beaucoup de duels au cours de ce match assez intéressant entre les Tunisiens et les Marocains. Le Tunisien Khalifa a ouvert la marque à la 34e minute. C'est vrai que les Tunisiens ont surpris l'équipe marocaine là. Il a frappé sur le poteau et le gardien de but assez vigilant. Et les Tunisiens ne vont pas tarder à ouvrir la marque. C'est Khalifa qui a eu l'insigne honneur, voilà, d'ouvrir la marque, donc de battre le gardien de but de l'équipe marocaine. Contre toute attente, c'est vrai que les Marocains se sont beaucoup battus durant cette rencontre. Et là, ce sont toujours les Tunisiens qui sont à l'œuvre, et c'est les Tunisiens Chermeti rentré en deuxième période qui corse l'addition à la 88e minute. Le Tunisien Chermeti, il est rentré en deuxième période de cette rencontre assez intéressante entre les Marocains et les Tunisiens. C'est tout dans le groupe. C'est une rencontre qui s'est terminée sur la marque de 2-1 à la 86e minute. Karja a réduit la marque, voilà. Karja a réduit la marque pour les Marocains à la 86e minute. C'était vraiment mérité de la part des Marocains. Ils se sont créés aussi une autre occasion dans les dernières secondes de cette rencontre. Donc c'est avec ce résultat, le Gabon qui a battu le Niger occupe la première place du groupe C. Bon vent aux Panthères du Gabon, cher à notre confrère Bokoko. On peut dire là qu'au cours de cette CAN 2012, nos Lions de la Teranga ont trébuché d'entrée de jeu, une défaite sur laquelle la presse est largement revenue aujourd'hui. Absolument, le match Sénégal-Zambie perdu par les Lions a fait la une pratiquement de tous les quotidiens de la place. Les lacunes des Lions affichées au grand jour ont été largement disséquées par nos confrères Aline Badarakan. Première défaite. Le Sénégal n'en croit pas ses yeux, la presse n'y va pas de main morte. Les Lions prennent une claque d'entrée selon Walfadjri.